Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général, sur l'Église en particulier, en 4 parties: actualité générale, vie du diocèse, vie de l'Église en général et questions des auditeurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la première partie, la vie du monde, et comme d'habitude, Monseigneur Jean-Pierre Delville nous a rejoint, évêque de Liège. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Alors, la question habituelle, voilà, quels sont les événements d'ordre général ces dernières semaines ou ces derniers mois qui vous ont particulièrement frappé et que vous souhaitez commenter? Évidemment, un sujet pratiquement incontournable, c'est la situation en République démocratique du Congo. Oui, donc c'est ça. Les élections ont bel et bien eu lieu et finalement donc c'est Félix Tshisekedi qui s'avère être le gagnant des élections. Donc je dirais que, surtout en me référant aux commentaires de Colette Brackman dans Le Soir, c'est important en effet d'arriver à une décision sur le résultat des élections. Il y a eu des recours, en particulier à la Cour constitutionnelle, mais comme celle-ci a ratifié le résultat en faveur de Félix Tshisekedi, on peut dire que maintenant le résultat est vraiment officiel, quoi. Ce que faisait observer Colette Brackman, c'est que M. Tshisekedi bénéficie en quelque sorte de l'aura de son père, qui était un opposant notoire au Congo. Et par le fait même, il a une grande popularité, y compris à cause de la popularité de son parti. Et il est en même temps quelqu'un de relationnel. Donc quelqu'un qui ne coupe pas les ponts, quelqu'un qui est capable de négocier, quelqu'un aussi qui connaît très bien la Belgique et qui a étudié en Belgique, qui a de la famille en Belgique. Bref, une personnalité qui pourrait bien convenir en fait dans l'après-Kabila et par conséquent une popularité aussi, ou plutôt une personnalité, je dirais, apte à mener à bien et à réformer le Congo. Mais ce résultat ne correspond pas tout à fait à ce que l'Église au Congo avait observé, parce qu'ils avaient envoyé pas mal d'observateurs, je crois 40 000, donc, qui sont arrivés à un autre résultat. Donc apparemment il y avait un autre résultat, mais que l'Église n'a pas voulu dévoiler, parce qu'elle ne voulait pas anticiper les résultats officiels des élections. Maintenant, je constate qu'elle n'a pas davantage lancé d'expression sur le sujet. Donc ça veut dire que l'Église n'a pas voulu accentuer en quelque sorte un résultat différent. Le résultat différent, ce serait donc que l'autre opposant, Martin Fayulu, soit élu. Et donc, je ne sais pas pourquoi, en effet, l'Église n'a pas insisté sur ce fait que son point de vue à elle, ou en tout cas le résultat qu'elle avait obtenu par son propre décompte était différent. Peut-être que les jours qui viennent, nous en apprendrons plus sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que il ne doit pas y avoir une évidence totale, parce que évidemment, les résultats que l'Église avait, c'est sur base de projections à partir de résultats partiels qu'on avait dans un certain nombre de bureaux de vote. Ce n'est pas un décompte absolument, je dirais, complet et exhaustif des bulletins de vote. Donc il y a peut-être sans doute aussi une marge d'insécurité sur le chiffre que l'Église possédait. Et donc voilà où nous en sommes pour le moment. L'aspect positif des choses, c'est que l'élection a eu lieu, un résultat a été proclamé, un certain consensus, je dirais, s'opère sur la validité des résultats, et donc je dirais que c'est positif pour l'avenir de la RDC. De l'Afrique, on va passer en Amérique latine. Je sais que les évêques de Belgique s'inquiètent du sort d'Amaya Coppens au Nicaragua. Notamment Monseigneur de Keyzel a écrit, je crois, un communiqué à ce sujet-là. Pourquoi cet engagement ? Oui, en effet, tous les évêques ont d'ailleurs appuyé ce communiqué, tout comme d'ailleurs nous avons aussi envoyé un communiqué pour appuyer les évêques du Congo dans leur démarche actuelle. Ici, nous avons voulu appuyer la question sur le sort de Amaya Coppens. Donc, cette étudiante nicaraguayenne, mais à moitié belge, et elle a été emprisonnée au mois de septembre au Nicaragua.
elle est accusée de rébellion contre le régime. Il faut savoir que le régime du président Daniel Ortega est un régime extrêmement dur. Il y a eu des manifestations énormes et l'Église a été terriblement visée. Il y a eu vraiment un nombre impressionnant de morts parmi des fidèles, même parmi des prêtres. Des évêques ont été emprisonnés. Il y a un régime assez dictatorial pour le moment au Nicaragua. Et le mouvement des étudiants qui, en quelque sorte, s'y oppose, avait entre autres Amaya Coppens dans ses leaders, et c'est pourquoi elle a été emprisonnée. Mais de là à mériter une condamnation, il y a du pas. Et nous nous inquiétons très très fort en tant qu'évêque, puisque cette jeune fille a de la famille en Belgique, et spécialement dans le Brabant wallon, très connue de l'église locale. Nous nous inquiétons très fort du sort de cette étudiante, qui est une étudiante, je dirais, loyale. Ce n'est pas une terroriste. Et elle est un peu victime d'une répression qui est, je dirais, sanguinaire. Et donc c'est quand même important d'appuyer en quelque sorte, je dirais, un processus légitime et de demander une libération de cette étudiante belgo-nicaraguayenne. Est-ce qu'au-delà de cette demande-là, donc de cette libération, l'Église de Belgique espère aussi une autre évolution, peut-être plus générale, positive au Nicaragua? Évidemment, tout à fait. Et c'est pourquoi nous avons voulu aussi appuyer les évêques du Nicaragua dans leur positionnement démocratique dans leur pays, parce qu'ils souffrent beaucoup. Ils ont vraiment été victimes d'injustice et nous voulons marquer aussi, par le biais de l'étudiante ici, notre solidarité avec toute l'Église du Nicaragua. Après le Nicaragua, revenons en Belgique. Je sais qu'il y a quelques jours, vous êtes allé à Eupen, notamment pour assister aux festivités autour des 100 ans de la région germanophone ou de la communauté germanophone de Oost-Belgien. Vous avez été invité, vos impressions de ces festivités? Donc c'était très solennel, si je puis dire. C'était en présence du roi lui-même, dans le parlement de l'Oost-Belgien à Eupen. C'était pour fêter le centenaire de la conférence de Paris, qui a eu lieu début 1919 pour régler le sort de l'Europe après la Première Guerre mondiale. Et c'est à cette conférence de Paris qu'on a commencé à discuter alors des frontières de l'Allemagne et en particulier donc du rattachement des cantons de l'Oost-Belgien, les cantons de Eupen, Saint-Vith et Malmedy, à la Belgique. Et donc le processus prendra du temps. Il sera effectué seulement en 1921 sur le terrain, mais il se déclenche déjà en 1919. Et c'est pourquoi la communauté germanophone a voulu déjà maintenant entamer les festivités, disons, de ce centenaire, en faisant une séance au Parlement. Le Parlement est un très bel édifice, très moderne, très bien arrangé. Et M. Alexander Missen, donc, qui est le président du Parlement, a fait un discours d'ouverture très intéressant, montrant un peu l'évolution des mentalités en Oost-Belgien. Et puis, il a donné la parole à 4 spécialistes, professeurs d'université, à Paderborn, à Liège, à Anvers et un 4e également de Belgique, pour donner différents points de vue, au fond, sur l'évolution de l'histoire des 100 dernières années dans la région germanophone et donc dans les cantons de l'Est. C'était très intéressant et éclairant. Le roi a été vraiment, je dirais, subjugué. Il était présent, il a été acclamé. Chacun a reçu déjà un petit narcisse sur son bureau, sur son siège, pour pouvoir donner déjà une idée de printemps, même si c'est encore l'hiver. Et après ça, il y a eu une réception où j'ai eu l'occasion aussi de saluer le roi, de me présenter comme évêque de Liège et de rappeler un peu aussi l'appartenance de la région germanophone au diocèse de Liège, là depuis plus de 1000 ans. Guerre ou pas guerre, Eupen et Saint-Vith ont toujours fait partie du diocèse de Liège, avant même que celui-ci ne soit d'ailleurs à Liège, dès l'époque où il était installé à Tongres et Maastricht. Donc ça veut dire que la tradition ecclésiale est très forte par rapport au lien avec Liège, et c'était important aussi de pouvoir le rappeler.
J'ai aussi entendu plusieurs hommes politiques germanophones qui parlaient de leur satisfaction, notamment de l'évolution des choses, de leur appartenance à la Belgique. Donc je crois que les germanophones en Belgique, ils ont évidemment une situation plutôt favorable, confortable. Comment voyez-vous cette évolution? Est-ce que vous pensez que finalement les Belges ont bien fait les choses? Oui, donc ils disent qu'ils sont vraiment les vrais Belges, hein. C'est ça. Et c'est sûr qu'il y a une conscientisation qui s'est faite progressivement, parce qu'il est clair qu'à la fin de la guerre 14-18, c'était pas du tout les mêmes mentalités. Néanmoins, comme je vous le disais, il y a une tradition de longue appartenance, soit au diocèse de Liège au niveau ecclésial, soit aux Pays-Bas espagnols et autrichiens, puisque dès les ducs de Bourgogne au XVe siècle, les régions tant d'Eupen que de Saint-Vith relevaient des Pays-Bas dirigés par les Bourguignons, et donc qui s'appelait Belgium en latin. Et donc ça veut dire que ce sentiment a évolué, mais ce sentiment est très actuel d'une façon nouvelle, je dirais, aujourd'hui. Bon, il y a une qualité de vie et une perfection de l'organisation qu'on trouve rarement en Belgique. Et je dirais que, voilà, je pense que c'est un exemple pour le reste de la population, parce qu'il y a le sérieux de la population germanophone, et en même temps son engagement, je dirais presque européen, parce que volontiers les gens parlent 3 langues, donc le flamand, l'allemand et le français. Et l'anglais souvent. Sans compter l'anglais. Et donc, ça veut dire qu'il y a une capacité aussi d'être un pont culturel. Ça me frappe très, très, très fort. Et il y a évidemment un statut, je dirais, d'autonomie bien réglé, qui donne une véritable capacité financière et une bonne organisation à la région. Il y a d'autres régions d'Europe qui sont dans le même cas. J'ai parlé, par exemple, avec les représentantes, 2 dames, des îles Ålands, qui sont au large de la Finlande, mais qui sont de langue suédoise, tout en appartenant à la Finlande. Et donc voilà, il y a d'autres régions d'Europe qui sont un peu dans le cas de minorités qui ont un statut particulier. Et ici, je dirais que c'était l'occasion de le mettre à l'honneur. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la première partie de l'émission Regard d'évêque de janvier 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et aussi du diocèse et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur notre écran. Portez-vous bien et à bientôt.